Bien, mes chers collègues, nous allons commencer cette heure et demie d'audition avec l'APGL, l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, si je peux dire la plus importante association en nombre et puis la plus ancienne, mais vous nous en parlerez sans doute en propos liminaires, qui réunit aujourd'hui les familles homoparentales. Marie-Claude Picarda, bonjour. Vous êtes coprésidente avec votre voisin, Monsieur Dominique Borren, de cette association. Et vous êtes accompagnés tous deux de Madame Fatira Acherchour, qui est porte-parole de l'APGL. Madame Picarda, vous commencez? Non, c'est Monsieur Borren. C'est Monsieur Borren voilà. qui commence. Voilà, pour une bonne demi-heure. Oui, je crois que vous pouvez prendre une bonne demi-heure. Et puis après, nous aurons, j'imagine, des échanges entre nous. Je vous en prie, Monsieur Borren. Bien, mesdames, messieurs les députés, monsieur le rapporteur, l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, la PGL, l'ensemble de ses adhérents, ses familles et ses enfants sont tout à fait... vous remercie chaleureusement de nous recevoir aujourd'hui à l'occasion de ces auditions qui sont menées dans le cadre du projet que nous connaissons et qui doit mener à l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Car il s'agit bien de cela, au nom de l'égalité républicaine, de donner, avant toute autre considération, les mêmes droits à des personnes, des citoyens de notre République, qui jusqu'à présent en sont encore privés, et avec eux leurs enfants, parce que ces personnes ont une orientation sexuelle différente de celle qui est majoritairement partagée dans la population. C'est une loi qui, à n'en pas douter, va marquer et l'histoire parlementaire et du droit, et l'honneur de la France. Une loi qui, non seulement va répondre à une urgence sociale, et un impératif juridique de justice pour les personnes gays et les personnes lesbiennes et pour leurs familles, qui vont voir, pour certains d'entre eux, leur vie profondément changer. Une loi qui ne manquera pas de marquer un avant et un après dans 3 domaines. Dans l'égalité des droits pour tous, dans la protection par la République de tous ses citoyens, et parmi eux les plus fragiles, les enfants, et enfin dans la refondation du pacte républicain, le vouloir vivre ensemble. Avec cette loi, mesdames et messieurs, il ne va pas s'agir de répondre à des revendications catégorielles portées par je ne sais quel lobby communautariste, redouté et fantasmé par certains, mais bien de donner à des parents les moyens juridiques nécessaires pour protéger leurs familles et leurs enfants, nos enfants, les premiers concernés. Avec cette loi, mesdames et messieurs, vous permettrez à la France, en rejoignant le club très restreint de ces quelques pays qui ont déjà ouvert le mariage et l'adoption, de prendre part au progrès des droits de l'homme et de participer ainsi à la lutte contre l'homophobie, contre toutes les discriminations, notamment celles à raison de l'orientation sexuelle, lorsqu'on sait aujourd'hui encore que plus de 60 pays membres de l'ONU pénalisent les relations homosexuelles ou les personnes homosexuelles ou lesbiennes, parfois en les condamnant à mort. Alors, mariage et adoption, c'est un vrai choix politique. Ouvrir le mariage et l'adoption pour tous, et en l'occurrence pour les couples de personnes de même sexe, en même temps, par une même loi, donne tout son sens et son point d'équilibre à la réforme qui nous est proposée, en associant conjugalité et création de liens de filiation. C'est répondre à une longue attente, nourrie d'espoir, par trop souvent déçue, attente d'une reconnaissance sur le plan symbolique, institutionnel et juridique de la conjugalité homosexuée, qui sera ainsi mise au même niveau que celle des personnes hétérosexuelles. Et c'est aussi ouvrir la reconnaissance à la famille homoparentale. Une reconnaissance attendue par un nombre très important de personnes, pas uniquement des personnes homosexuelles et lesbiennes, mais également leurs familles, leurs parents, leurs collègues, des personnes qui peut-être ne voudront pas se marier, mais avoir le choix de ne pas le faire ou de le faire. À l'évidence, c'est un sentiment que nombre de nos concitoyens partagent, si on écoute et si on lit les dernières enquêtes d'opinion, celles qui sont menées depuis 10 ans en tous les cas, et surtout, lorsqu'on voit que majoritairement, ils ont porté leur suffrage au profit du seul candidat finaliste à l'élection présidentielle du printemps dernier, qui s'est engagé sans ambiguïté, au travers de sa proposition 31, mais pas seulement, également avec les propos sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, donc François Hollande,
qui s'est vraiment engagé, alors que l'autre candidat, qui était encore président en exercice, M. Nicolas Sarkozy, proposait surtout de ne rien faire, sauf à imaginer un statut, encore une fois, à part, qui aurait mis les couples d'hommes et les couples de femmes en marge de la société, entre parenthèses de la société, et dans tous les cas, maintenir nos familles, nos enfants, dans l'insécurité juridique la plus totale. C'est dans ce contexte que doit se lire, d'ailleurs, l'appel que la PGL a lancé, sortant de sa neutralité politique habituelle, appel qu'elle a lancé pour voter en faveur de ce candidat, François Hollande, parce qu'il offrait la seule alternative politique et juridique depuis le Pacs, mettant fin à des décennies de non-droit, de discrimination et de placard, en nous offrant donc la reconnaissance pleine et entière de la conjugalité homosexuée, au même titre que la conjugalité hétérosexuée. Mariage donc. Si le mariage et l'adoption doivent être indissociablement liés dans le cadre de cette réforme, chacun va cependant répondre à des besoins et des attentes différents, tout en étant complémentaires. Avec cette loi, le mariage républicain et du Code civil s'entend, celui qui est célébré dans la maison ouverte à tous et à tous, la mairie, celui qui est célébré par une personne élue démocratiquement, monsieur ou madame le maire, ou ses adjoints. Ce mariage va prendre enfin son plein sens universaliste. Car cette loi va offrir aux personnes de même sexe, dont certains le demandent depuis si longtemps, je pense notamment à ceux et celles, j'ai un âge pour me le rappeler, qui sont ensemble, comme on dit pudiquement, depuis si longtemps, certains parfois presque une vie ensemble, qui vont enfin avoir cette liberté de dire oui ou non. L'essence républicaine du mariage interdit qu'il soit réservé à certains, fussent-ils majoritaires, au détriment d'autres, au motif qu'ils seraient minoritaires, et minoritaires à raison de leur orientation sexuelle. L'institution du mariage, mesdames, messieurs, est une institution de la République, et comme toute institution de la République, elle appartient à tous, elle est le bien commun. Elle ne peut être revendiquée par aucune personne en particulier, par aucun parti, par aucune Église. La République et vos prédécesseurs, mesdames, messieurs, ont su faire évoluer cette institution, le mariage, pour non seulement accompagner les mouvements d'ouverture et de respiration de la société, mais également consolider l'émergence de nouvelles réalités sociales, et toujours au nom de l'égalité. En dépit des résistances de certaines forces et organisations, et pas des moindres, que l'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui, bien sûr en moindre nombre. Le temps passe. Ainsi, l'institution du mariage a su remettre le père de famille qui jusqu'à présent longtemps a été la personne autour de laquelle tout s'organisait. Le mariage, le divorce, le droit, l'autorité sur les enfants, le droit sur les femmes. Cette personne donc, le père de famille, a enfin trouvé sa place parce que vous avez su, vos prédécesseurs ont su la lui donner, à savoir une place d'égalité et donner la même place à sa femme. Aujourd'hui, le mariage, ce sont deux personnes qui ont les mêmes droits et les mêmes obligations. En ouvrant le mariage, vous répondrez, mesdames et messieurs, aux demandes de reconnaissance par la société et de ses institutions, par des couples formés de personnes de même sexe, mais également aux besoins légitimes de protection naturelle et de solidarité qu'expriment celles et ceux qui veulent se marier. Protéger l'autre, son conjoint, sa conjointe, des aléas de la vie, des conséquences de la mort, des ruptures abusives ou des comportements préjudiciables à l'égard de l'autre, ne doit plus obéir à la seule logique d'exclusion fondée sur l'orientation sexuelle. Et bien au contraire, elle doit bénéficier, cette protection, à toutes les personnes qui, librement et en conscience, donnent et donneront pour cadre à leur conjugalité, à leur amour, le mariage. Mais vous ferez plus encore, mesdames et messieurs, au-delà de la force du symbole et du respect de la loi, enfin la même loi pour tout le monde. Vous contribuerez à ancrer davantage dans la société, dans la conscience collective et les consciences individuelles, l'acceptation de la différence et le respect de tous ces modes d'expression, la coexistence de la diversité des conjugalités. Vous aiderez surtout, je pense à eux en particulier, aussi, ces jeunes, ces ados, ces lesbiennes et ces homos, ces gays, à mieux se vivre dans leurs différences. Car précisément, cette différence cessera de les marginaliser en les renvoyant à l'impossibilité de former un couple comme un autre, car l'interdit de la conjugalité leur sera enfin levé.
Le choix de se marier ou non pour les couples de personnes de même sexe sera facteur d'égalité, au-delà de ce que nous pouvons tous aujourd'hui envisager. Le deuxième pilier de cette réforme, et pas des moindres, l'adoption. Concernant l'adoption et son ouverture sans restriction de l'ensemble de ces dispositifs, l'adoption conjointe, l'adoption plénière, simple, et surtout celle concernant l'adoption de l'enfant du conjoint, ce que nous appellerons l'adoption intrafamiliale. Et sur ce point précis, entre autres, ce projet de loi marquera une réelle rupture dans le droit de la famille avec la reconnaissance légale de la filiation homosexuelle. Avec l'adoption, mesdames et messieurs, c'est la vie d'adultes et de familles, d'enfants, de beaucoup d'enfants, qui va enfin changer, si certains d'entre vous peuvent le comprendre, et dans le bon sens, celui de la sécurité juridique pour les enfants, pour tous les parents légaux et statutaires, et les parents sociaux. Ceux-là, qui sont-ils? Ceux-là, qui sont-ils? Ce sont ceux qui, aux côtés des autres, ont porté et construit les familles, ont voulu ces enfants, et qui, au quotidien, à la crèche, à l'école, dans les fêtes, sont perçus par la grande partie de nos concitoyens comme des parents, ce qu'ils sont d'ailleurs, alors que nos lois, nos droits, celles de la République, en font des fantômes et des sans-droits, des sans-statuts. Ce qui fragilise et les familles et les fratries, parfois jusqu'à un point de rupture et de non-retour. Ce que, heureusement pour eux, ne connaissent pas les enfants des familles hétérosexuées, car justement le droit est là pour les protéger. En ouvrant l'adoption à ces mêmes couples que vous allez autoriser à se marier, mesdames et messieurs, vous permettrez à la France aussi d'honorer sa signature et ses engagements. Car enfin, elle respectera les conventions internationales et les traités qui commandent, qui lui ordonnent de protéger et garantir les droits de l'enfant. Car avec l'adoption, vous agirez en nous la donnant aux couples homosexuels, aux familles homoparentales. Comme nous tous, parents et futurs parents, vous donnerez cette adoption dans le seul intérêt qui nous commande aujourd'hui, qui est l'intérêt de l'enfant, de nos enfants, l'intérêt de tous les enfants. Si l'ouverture du mariage est aujourd'hui une réparation d'une rupture d'égalité entre tous les citoyens, rendre possible l'adoption, la même que celle qui est ouverte aux personnes hétérosexuelles, est un acte novateur en termes de choix de société. Alors oui, nous, la PGL, vous disiez, monsieur le rapporteur, l'association de référence en France, depuis plus de 25 ans, un quart de siècle, nous portons l'homoparentalité et l'ensemble des questions concernant les familles homoparentales. Nous nous réjouissons aujourd'hui d'être présents devant vous, pour au moins deux raisons. La première, qui va vous être exposée, concerne en fait la présentation des réalités et des vécus de ces familles, de ces très nombreuses familles qui existent déjà, de ces hommes et de ces femmes qui ont des enfants, des grands-parents qui ont des petits-enfants à travers ces familles. Elles sont très nombreuses. Elles n'ont pas attendu le droit pour exister. Elles se sont débrouillées, elles ont fait sans pour faire avec les enfants. Nous vous présenterons également les difficultés et les réalités des futurs parents. Car là aussi, ne vous détrompez pas. Derrière nous, il y a de plus en plus de jeunes, de très jeunes, hommes, femmes, dont l'orientation sexuelle est celle que l'on connaît et qui les honore, qui veulent fonder famille, ensemble et par tous les moyens qui leur sera mis à disposition. La seconde raison de nous réjouir, si je puis dire, c'est de nous faire le porte-parole également d'un ensemble de questions et de soucis, d'un ensemble d'incertitudes. Le projet de loi tel que vous nous le proposez aujourd'hui va répondre, pour partie, à certaines des situations, parfois les plus urgentes, mais pas à toutes. Et c'est un devoir de la PGL de vous le rappeler aujourd'hui. Nos familles et nos futures familles ont besoin, mesdames et messieurs, également d'un volet supplémentaire, complémentaire, qui vienne s'ajouter à celui que vous nous proposez, au nom de l'égalité de toutes les familles, au nom de la sécurité de tous les enfants. Il vous appartient, mesdames et messieurs, de parachever la reconnaissance du mariage pour tous, inscrire dans nos lois la reconnaissance légale des familles homoparentales. Il vous appartient, mesdames et messieurs, de faire œuvre demain d'un nouveau chapitre dans l'histoire des progrès des droits humains. Merci. Merci, monsieur Borren. Madame la chercheure, je vous en prie. Messieurs les députés, c'est avec une sincère émotion
que je me retrouve également devant vous aujourd'hui, élu de la République, pour vous exposer, je le souhaite vraiment, le plus audible possible, ce que porte l'APGL, Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, pour la défense des familles homoparentales. Alors être devant vous aujourd'hui pour vous exposer les différentes façons de faire ou construire famille au sein de l'APGL, et que certains s'accordent à nommer les nouvelles familles, a toute sa légitimité. L'APGL, par les familles et futures familles homoparentales qui la composent, est directement concernée par le projet de loi qui est présenté. Alors l'APGL milite pour la défense des familles homoparentales et soutient le combat d'égalité du mariage pour tous. Nous demandons la sécurisation de tous les enfants par l'égalité des droits qui sera accordée aux familles homoparentales après le vote et avec les décrets d'application. Alors concrètement, le paysage homoparental et son émergence progressive à travers et grâce à la PGL montrent plusieurs formes de famille. Contrairement à une idée fausse, d'ailleurs largement répandue, être homosexuel n'est pas synonyme d'un renoncement à devenir parent. Depuis toujours, les homosexuels peuvent avoir des enfants. Mais notre époque a permis l'émergence dans certains pays, comme la France, d'une nouveauté radicale. Les personnes homosexuelles n'ont plus besoin de se cacher pour vivre leur vie. Cette nouveauté a révélé une autre réalité, d'ailleurs. En dépit des obstacles, principalement juridiques et parfois judiciaires, les homosexuels fondent leur famille selon des modalités inventives, variées et épanouissantes, qui sont autant d'ailleurs de moyens de faire évoluer positivement les représentations traditionnelles de la famille. Ainsi, l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens a été créée en 1986 par un groupe d'hommes, moins de 10, des pères divorcés, floués, niés, exclus de paternité, parce qu'homosexuels. Le fait de considérer qu'un homme puisse être père dès lors qu'il était homosexuel était inconcevable, voire inadmissible et condamnable. Et ce, du fait d'une homophobie institutionnalisée. Alors comment construire ou faire famille depuis ce temps lorsqu'on est homosexuel? Alors en France, nous avons l'adoption, une solution peut-être. En France, seuls les couples mariés, hétérosexuels ou les célibataires aujourd'hui peuvent prétendre adopter. Les homosexuels doivent se présenter en tant que célibataires pour pouvoir adopter aujourd'hui. L'adoption conjointe est ouverte aux couples de même sexe dans 8 pays pourtant du Conseil de l'Europe. Pays-Bas, Espagne, Suède, Angleterre, Belgique, Islande, Norvège, Danemark. Ces 8 pays, et 2 autres, la Finlande, l'Allemagne, autorisent également l'adoption d'un enfant par son parent social. Imaginez, mesdames et messieurs les députés, la réalité actuelle. Imaginez un seul instant devoir dissimuler au travailleur social 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie commune. Imaginez, mesdames et messieurs, devoir effacer. Non, je dirais réussir à rayer de sa mémoire le temps d'une enquête sociale des années de vie commune avec une personne. En quelques minutes, essayer de démontrer que nous sommes célibataires, alors que le souhait est d'accueillir un enfant à 2 lorsque l'on vit en couple. Pourquoi mentir? Quel risque? Eh bien celui d'un refus d'agrément, dès que les personnes ne cachent pas leur homosexualité. Ce fut d'ailleurs le cas d'un de nos adhérents, le cas que l'on nomme Frété, débouté par la Commission européenne des droits de l'homme en 2002. Le cas Emmanuel B, reconnu par la Commission européenne des droits de l'homme près de 10 ans après. Il reste encore aujourd'hui de ces demandes d'agrément, de ces parcours de vie, de ces désirs de fonder
une famille, des histoires difficiles, parfois douloureuses. Il est de votre responsabilité, mesdames et messieurs les députés, de veiller à légiférer pour qu'il n'y ait plus de discrimination liée à la sexualité. Un couple doit pouvoir adopter, quelle que soit son orientation sexuelle. Nous savons tous que l'adoption par des couples de même sexe est vouée à l'échec à l'international. Là encore, seule une volonté affichée du CSA et de la France à l'étranger pourra peut-être faciliter les démarches d'adoption. Alors, quelle autre voie pour faire famille ou construire famille, pour reprendre les propos de M. Mariton? Eh bien, la PMA ou l'IAD, une autre voie possible pour les couples de femmes. Les femmes célibataires ou les couples de lesbiennes n'ont pas d'autre choix que de franchir les frontières pour se rendre principalement en Espagne, en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas, pour bénéficier d'une PMA. Il s'agit très clairement d'une volonté de faire famille à partir du couple et d'un désir de couple. Il s'agit de fonder une famille sans la participation active d'un homme dans l'éducation. Il s'agit d'une volonté affichée de faire couple à deux. Ce peut être une solution pour éviter la procédure longue et aléatoire de l'adoption. C'est pour certains couples de femmes un désir de grossesse. L'émergence progressive mais certaine des familles IAD ou PMA se profile dans le paysage sociétal depuis plus de 15 ans. Ces familles fondées sur le couple lesbien trouvent sans doute source sur l'émancipation des femmes, sur les conquis, les acquis sociaux. Ce sont des familles qui vont donc dans le sens de l'histoire et du progrès social et de l'égalité des droits. Alors, pour les couples d'hommes, il y a également une solution ou une autre voie possible. La GPA, une forme de parentalité plus récente, avec moindre demande, cependant, à la PGL que l'IAD, mais des difficultés supérieures pour des situations juridiques qui sont très délicates en France. Et les conséquences sur les enfants, les fantômes de la République. La pratique est interdite en France pour tous, homosexuels et hétérosexuels, mais autorisée dans plusieurs pays étrangers, l'USA, le Canada, les Pays-Bas, l'Angleterre. Ces familles sont toutefois de plus en plus nombreuses en France. La PGL vous interpelle, mesdames et messieurs les députés, pour que l'ouverture d'un débat se fasse, favorisant un encadrement par la loi de la GPA, pour éviter toute marchandisation du corps humain. Mais le plus urgent aujourd'hui est de veiller à la situation juridique très délicate en France des enfants nés d'une GPA, que l'on nomme fantôme de la République, faute de retranscription des actes d'état civil. Une autre forme encore, dont je donnerai également le détail, la coparentalité ou pluriparentalité. Alors la coparentalité est un choix familial novateur. Pour les homosexuels, fonder une famille en coparentalité relève d'un choix. Choix de donner au moins un référent masculin, un référent féminin à leur enfant. Il peut s'agir d'un homme gay et d'une femme lesbienne, célibataire, qui décide de concevoir et d'élever un enfant ensemble. Ou bien un couple de lesbiennes et un couple gay qui choisissent de donner à leur enfant plusieurs parents. C'est ce qu'on appelle la pluriparentalité. Si ce type de famille peut paraître plus proche du type classique pour l'enfant vis-à-vis de son entourage social, rendant son insertion plus facile du côté des parents, la situation est inédite et nécessite une réinvention des relations parentales. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'un choix par défaut, notamment pour les femmes, qui ont plus de possibilités pour concevoir un enfant que les hommes.
Dans cette conception familiale, les parents s'inscrivent dans la réciprocité du don et du contre-don. Une des femmes permet à un ou des hommes de devenir père, comme cet homme, lui, permet de devenir mère. Dans ce type de famille, comme dans toute famille homoparentale, à l'heure actuelle, seuls les parents biologiques sont reconnus, la loi ne reconnaissant pas les parents sociaux. Les démarches de délégation partage de l'autorité parentale pour les parents sociaux sont inutiles actuellement, dans la mesure où la justice ne concevrait pas qu'une délégation à un tiers soit nécessaire puisqu'il existe 2 parents légaux. Par conséquent, les liens tissés par les enfants avec tous les adultes qui ont choisi de le concevoir et qui l'élèvent ne sont pas sécurisés. En cas de séparation ou de décès, comme dans les autres familles, le lien entre l'enfant et ses parents sociaux n'a d'existence que par la volonté du parent légal ou survivant. Alors voilà, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, nos familles se construisent, et ce, depuis des décennies. Nos familles homoparentales se vivent jour après jour, et ce, depuis des décennies. Signe d'évolution, d'ailleurs, la PGL est passée de 75 adhérents en 1995 à plus de 2000 aujourd'hui, avec 17 antennes dans toute la France, TOM et DOM compris. Ce sont des dizaines et dizaines de milliers de familles sur tout le territoire. Mais alors que faire famille ou construire sa famille est un enjeu de taille pour tous les parents et futurs parents du monde, faire famille ou construire sa famille l'est davantage pour une famille homoparentale. Les familles homoparentales sont des familles à part entière, avec des préoccupations et des questionnements communs à toutes les familles. Comment protéger nos enfants? Car ils ne le sont pas. Un enfant qui grandit avec 2 parents de même sexe a aujourd'hui un parent sans droit ou sans statut. Ce sont les enfants issus d'une IAD, d'une adoption ou d'une GPA. Un enfant qui grandit en coparentalité aura 2 parents légaux et 2 parents sans droit ou sans statut. Alors permettez-moi, mesdames et messieurs les députés, d'insister devant vous aujourd'hui sur la responsabilité qui est la vôtre, de veiller à la sécurisation de tous les enfants par l'égalité des droits qui sera accordée aux familles homoparentales après le vote des lois. Soyons clairs sur notre message, et je le réaffirme aujourd'hui devant vous. Les familles homoparentales ne sollicitent pas une autorisation pour faire famille. N'en déplaise à ceux qui souhaiteraient se voir promulgués au rang de juges. Non, mesdames et messieurs les députés, les familles homoparentales attendent de vous que vous ayez le courage et l'ambition d'honorer la charge qui est la vôtre, de protéger les familles, quelle que soit l'orientation sexuelle des parents. Et ce, au nom du principe républicain que nous respectons tous et que vous défendez dans cet hémicycle, le principe d'égalité. Mesdames et messieurs les députés, il est nécessaire aujourd'hui de valider la réalité sociale que vivent des milliers de citoyens dans la société civile par une reconnaissance juridique, incluante et protectrice. La PGL, ses adhérents, et par-delà l'ensemble des familles homoparentales, leurs amis, leurs proches, leurs collègues, vous invitent, mesdames et messieurs les députés, à redéfinir une partie du vivre ensemble, à refonder le pacte social de la France, à ébranler l'ordre moral qui donne foi aux discriminations, aux peurs, aux fantasmes. Il est temps, mesdames et messieurs les députés, de porter haut et fort les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité qui fondent notre devise républicaine. Merci. Merci Madame Acherchour. Madame Picarda, je vous en prie.
Alors, à la suite de l'engagement 31 de François Hollande, la PGL attendait du gouvernement qu'il prenne toutes ses responsabilités en poussant au plus loin les conséquences de cette simple phrase « J'ouvrirai le mariage et l'adoption aux couples de même sexe ». Le gouvernement a eu le courage de tenir, et rapidement, cet engagement du président de la République, malgré l'opposition qui s'est organisée dans notre pays. Le projet de loi proposé ouvre effectivement le mariage aux couples de personnes de même sexe ou de sexe différent et transpose à la lettre l'existant présent dans le Code civil, donnant ainsi aux couples de même sexe l'adoption de manière strictement égalitaire. De ce point de vue, l'égalité de tous les citoyens est respectée et un pas symbolique immense, initié par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, est en train d'être franchi. Un retard incroyable va pouvoir enfin être rattrapé. C'est un pas immense du point de vue des textes, c'est-à-dire si l'on s'en tient à la lettre du projet, mais si l'on se réfère à son esprit, qu'en est-il? Nous restons malheureusement bien loin de l'égalité des droits tant attendue. Car la PGL et les homoparents attendaient du gouvernement qu'il pousse au plus loin les conséquences logiques et républicaines de l'engagement 31 et qu'au nom du principe républicain d'égalité, il donne à tous les couples et à toutes les familles les moyens de fonctionner de manière équivalente, en tenant compte des spécificités de tous et de chacun et en élargissant ainsi le cadre strict de la loi. Disons-le tout net, si les choses en restent là, de nombreuses familles et de nombreux enfants resteront sur le bord du chemin, n'étant pas touchés par l'effet bénéfique et protecteur de la loi. L'ouverture du mariage à tous les couples semble les reconnaître de manière a priori égalitaire. Mais le mariage proposé aux homosexuels ne va pas pourtant leur permettre de faire famille avec la même aisance et avec la même sécurité que les couples hétérosexuels. Et c'est un paradoxe. Le projet de loi du gouvernement ouvre et permet en effet pour la première fois la reconnaissance de la double filiation homosexuée en ouvrant l'adoption aux couples de même sexe ou en permettant l'adoption de l'enfant du conjoint. Mais en limitant l'établissement de cette double filiation à l'adoption, il impose encore et toujours aux personnes homosexuelles de passer devant la justice pour faire reconnaître leurs droits, c'est-à-dire qu'il leur impose une fois de plus de se soumettre à l'arbitraire d'un jugement, là où d'autres ont la liberté de faire valoir, et par simple déclaration de leur volonté, un droit incontestable. C'est un fait et c'est leur devoir, les magistrats disent le droit en leur âme et conscience. Nous savons malheureusement, et parce que nos familles, les familles homoparentales en font depuis des années l'expérience dans les divers tribunaux français, que le résultat pour elles est extrêmement varié. Que d'un point à l'autre de la France, les juges rendront des avis très divers. Les familles homoparentales sont soumises à l'aléa et à l'arbitraire judiciaire depuis des années, en cherchant à se sécuriser par l'application du seul droit qui leur soit jusqu'à présent applicable et leur donne un peu de sécurité, qui était la délégation partage de l'autorité parentale. Elles ont pu constater à leurs dépens qu'une telle situation est tout le contraire d'une situation égalitaire et de justice, et elles ne veulent pas de nouveau faire les frais de ce type de situation en se voyant contraintes de se présenter devant les tribunaux pour faire établir leur filiation. Pourquoi, une fois de plus, leur imposer de se soumettre à un jugement pour faire établir leur filiation? Pourquoi devoir adopter l'enfant du couple qui, nous l'avons montré, est son propre enfant pour le parent social? Et tous les enfants seront-ils adoptables par le conjoint de leurs parents? Il semble bien que ce ne sera pas le cas, ou pas toujours facile, notamment quand l'enfant a été adopté en adoption simple, ou s'il existe déjà une double filiation reconnue, comme en coparentalité. Il faut donc prévoir d'autres solutions. Des solutions simples existent. Il faut élargir la présomption de paternité à une présomption de parentalité. Deux femmes ou deux hommes s'engageant ensemble et l'un vis-à-vis de l'autre dans un mariage devraient pouvoir bénéficier d'une présomption d'engagement parental du simple fait de ce mariage à l'égard des enfants du couple et ainsi faire établir par présomption et sans passer devant les tribunaux la double filiation homosexuée. Ce ne serait que logique si l'on veut un mariage pour tous, le même mariage avec les mêmes droits et les mêmes conséquences. Il faut ouvrir la PMA aux couples de femmes en France. Depuis les lois de bioéthique et l'ouverture des PMA aux couples hétérosexuels, mariés ou non d'ailleurs, la présomption de paternité ne peut plus être entendue comme le fait qui dispense de la consommation, qui dispense a priori d'apporter la preuve biologique qui découle des noces et de la consommation du mariage. Le don de sperme, régulièrement provoqué en faveur de couples hétérosexuels réputés infertiles,
se fait dans un esprit rigoureusement inverse. Dans les conditions de l'IAD avec don de sperme, l'enfant né dans le couple a pour père, sans ambiguïté, celui qui s'engage à l'accueillir, à l'élever et à se comporter avec lui en père. Aucune contestation, même biologique, n'étant possible. Seule compte la promesse de son engagement parental, qui n'est même plus attachée strictement au mariage, puisque les couples hétérosexuels peuvent, depuis 2011 et la réforme des lois de bioéthique, recourir au PMA hors mariage. Afin de mettre tous les couples mariés sur un pied d'égalité, et pour éviter que les couples homosexuels soient contraints d'adopter à chaque fois le nouvel enfant du couple, il suffirait de rédiger ainsi l'article 312 du Code civil. L'enfant né d'une personne mariée aura pour second parent le conjoint de celle-ci. Mais il faut aussi tirer les conséquences de la proposition 31 du candidat Hollande, qui ouvrirait certains droits dans le cadre du mariage, pour élargir ces droits et penser au champ juridique que le droit du mariage laisse ouvert à côté de lui. On doit donc envisager la possibilité d'établir la filiation hors mariage, sans réserver ce droit aux seules personnes hétérosexuelles. Un couple de même sexe doit pouvoir faire établir la seconde filiation par simple déclaration d'engagement parental, comme le font les personnes hétérosexuelles. Quand un homme va reconnaître en mairie un enfant né ou à naître, personne ne lui demande d'établir la preuve biologique de cette filiation, ni même le lien qu'il a avec la mère de l'enfant, ni encore de prouver sa volonté de s'engager comme un père, en assumant toute la responsabilité à l'égard de l'enfant. La simple expression de sa volonté de reconnaissance suffit. Alors pourquoi ne pas permettre aux personnes homosexuelles de le faire? Pourquoi, si l'on mène une réforme au nom de l'égalité des citoyens, ne pas pousser jusque-là le projet de loi à venir? Pourquoi ne pas ouvrir également un droit accordé aux femmes hétérosexuelles et en couple à toutes les femmes? Pourquoi le gouvernement a-t-il refusé de tirer cette conséquence qui découle du mariage, d'un mariage qui serait vraiment égalitaire et qui faisait d'ailleurs partie des promesses de campagne du candidat Hollande? Je parle de l'IAD, l'insémination avec donneur, et de l'accès au PMA. Afin de mettre tous les couples sur un pied d'égalité, il faudrait ouvrir l'accès au PMA à tous les couples. Jusqu'en 2011, l'esprit des lois de bioéthique voulait que l'on respecte le projet parental d'un couple infertile et qu'on lui propose une aide médicale. Il voulait qu'on l'aide à procréer sans forcément traiter l'infertilité qui met ce couple en souffrance. Car dans le cas du don de sperme, on ne corrige pas médicalement un problème, on soutient simplement le projet parental du couple en lui donnant les moyens de le réaliser, par une grossesse et par la naissance d'un enfant. Faut-il rappeler que de nombreuses infertilités de couple ne sont pas liées à des pathologies certaines et avérées, mais simplement ramenées à un faisceau d'éléments qui emportent, faute de mieux, la conviction. In fine, l'absence de naissance dans un couple, après 2 ans de relation stable, suffit à valider l'accès au PMA. Pourquoi en faudrait-il davantage pour un couple de femmes? Pourquoi ne pas valider simplement le fait que l'infertilité de ces couples n'est pas incompatible avec la grossesse et la venue d'un enfant? À une femme mariée dont le mari est stérile, on ne dit pas « Madame, si vous voulez des enfants, vous n'avez qu'à changer de mari ». On respecte le choix du couple et on lui donne les moyens de son projet parental. Le même esprit voudrait qu'on respecte le projet parental d'un couple homosexuel et qu'on mette à sa disposition les mêmes moyens que ceux mis à disposition des couples hétérosexuels. L'adoption, oui, mais aussi la PMA et la protection des enfants et du couple par le mariage, s'ils le souhaitent, avec les mêmes droits, mais aussi par la présomption d'engagement parental. Et pourquoi d'ailleurs ne pas permettre l'IAD à toutes les femmes qui en font la demande? Pourquoi faire reposer ce droit sur l'existence d'un couple? Pourquoi un projet parental ne pourrait-il pas être le projet d'une seule personne? Mais attention, le changement attendu par les lois en cours de préparation doit permettre de reconnaître toutes les familles. Elle ne doit laisser aucun enfant, aucune famille, sur le bord du chemin, sous prétexte qu'il n'entre pas dans le cadre strict du mariage. À une époque où le mariage n'est plus plébiscité par nos concitoyens, les homosexuels vont-ils être les seuls à devoir se marier pour faire reconnaître leur famille? À une époque où les couples mariés divorcent et où les familles se recomposent, le droit doit pouvoir accompagner toutes les nouvelles familles. C'est ainsi que cette nouvelle loi doit inscrire de nouveaux droits en rapport avec la vie des citoyens français. Aujourd'hui, de nombreux adultes, homosexuels ou hétérosexuels, vivent et sont engagés dans leur vie quotidienne avec des enfants. Ils sont perçus par tous comme des parents, mais ils n'en ont pas le statut. Ces parents sont aujourd'hui des parents sociaux, c'est-à-dire qu'ils agissent en parents, mais ne sont pas reconnus par la loi. Ce sont les parents sociaux des familles homoparentales, mais aussi les beaux-parents dans les familles recomposées. Dans les familles homoparentales, il peut y avoir plus de 2 parents
à l'origine même du projet parental. Dans les familles hétéroparentales, il peut y avoir des beaux-parents extrêmement investis auprès de leurs beaux-enfants. Ce sont eux, aujourd'hui d'ailleurs, qui vont en justice pour obtenir de nouvelles formes de reconnaissance et qui se font d'ailleurs débouter. Pour bien faire et penser correctement les situations familiales contemporaines, il faudrait penser également les pluriparentalités. Il faudrait ainsi penser à créer des situations, à côté des situations classiques, un véritable statut pluriparental et un statut pour les parents sociaux. Ce statut de parent social pourrait s'envisager dans 4 directions. Le partage simple mais facilité de l'autorité parentale, la protection du lien entre l'enfant et le parent, les aspects patrimoniaux, et notamment successoraux, et la filiation. On pourrait ainsi établir un statut parental non pas unique et définitif, mais différent selon les cas et potentiellement évolutif avec le temps. Ceci répondrait à de nombreuses demandes des familles d'aujourd'hui et respecterait leur liberté d'exister. Là encore, de simples réformes de droit pourraient permettre d'adapter le Code civil à des nouvelles situations sans rien révolutionner, en conservant l'esprit de notre droit. Une réforme de l'adoption simple s'impose. Elle permet aujourd'hui à des personnes d'avoir plus de 2 filiations, jusqu'à 4. Une personne peut avoir 2 parents de naissance et jusqu'à 2 parents adoptifs. Elle permet déjà la reconnaissance des plurifiliations. Sa limite, pour permettre aux familles en coparentalité de fonctionner, et éventuellement, si elles le souhaitent, les familles recomposées, sa limite est double. Les parents adoptifs récupèrent seuls l'autorité parentale de l'enfant s'il est mineur, ce qui pose problème pour l'exercer à 3 ou à 4. L'adoption par 2 personnes n'est possible que si ces 2 personnes sont mariées, ce qui n'a pas de sens pour équilibrer et faire fonctionner des familles en coparentalité ou des familles recomposées. L'exercice de l'autorité parentale peut déjà se faire à plus de 2 parents depuis 2002, puisqu'elle peut être déléguée et partagée. Pour franchir l'autre obstacle, il suffirait d'ouvrir l'adoption à des personnes non mariées. La reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger doit être également sérieusement envisagée. Si la gestation pour autrui est interdite en France, pour tous, elle est légalement autorisée dans certains pays du monde. Il se trouve ainsi qu'en France, des enfants qui sont nés légalement à l'étranger, mais à qui l'on refuse la transcription de leur acte de naissance pour en faire des citoyens français comme les autres. De manière incroyable, des enfants sont ainsi privés de droits au nom d'un acte commis par leurs parents. Acte légal, par ailleurs, là où il a été effectué. Sans vouloir trancher dans le vif de certains problèmes qui sont aujourd'hui débattus dans les prétoires, nous posons la question: le gouvernement, les députés vont-ils trouver un moyen de mettre un terme à ce scandale et donner enfin à ces enfants les droits qu'ils méritent? En plus d'un quart de siècle d'existence, la PGL a vu le temps faire et défaire son œuvre. Des familles conçues en couple, par IAD, par adoption, par GPA, ou en coparentalité sont nées. Des enfants y ont grandi et parfois ces familles se sont défaites. D'autres fois, elles se sont même déchirées. L'absence de droit a créé des situations diverses et déséquilibrées où l'ensemble de la famille dépend du bon vouloir de celui, de celle ou de ceux qui ont pour eux la reconnaissance statutaire. Parfois, des enfants sont séparés de leurs parents sociaux qui les ont voulus, qui les ont élevés durant des années. Ils sont parfois arrachés à ce frère ou à cette sœur que la loi ne leur reconnaît pas, mais qui partageaient leur quotidien et parfois leur chambre jusqu'au moment de la séparation. Ils sont déplacés, sans pouvoir dire un mot, loin de leurs repères, loin de leurs amis. Dans le meilleur des cas, si les anciens conjoints parviennent à s'entendre, comment vont-ils pouvoir faire établir la filiation? Vont-ils devoir se marier pour adopter l'enfant du conjoint et mieux divorcer ensuite? Non. Il faut la filiation hors mariage et par simple reconnaissance. La France a signé en 1990 la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle reconnaît ainsi aux enfants le droit de maintenir des liens avec tous les adultes qui les élèvent ou qui les ont élevés. La loi enfance depuis 2002 en prend acte, mais seulement du bout des lèvres. Il faut élargir et renforcer les possibilités de faire reconnaître et de maintenir les liens entre un enfant et un adulte qui l'a élevé et se trouve séparé de lui. Des moyens déjà existants, comme la possession d'État, doivent pouvoir être utilisés sans contestation arbitraire pour la reconnaissance des familles homoparentales, qu'elles soient biparentales ou pluriparentales. En 1999, c'est sous la pression de l'épidémie du sida que les socialistes ont voté le Pacs, malgré les manifestations de rue et les déferlements de haine
qu'on pouvait observer à l'époque. L'histoire a donné raison à leur courage, sans la moindre équivoque. Élisabeth Guigou et Catherine Tasca ont porté souvent bien seules, avec les initiateurs de la loi, Jean-Pierre Michel et Patrick Bloch, ce fameux Pax, tant décrié et aujourd'hui plébiscité par les couples hétérosexuels. Malgré les pressions de Matignon, les promoteurs du texte ont tenu bon et ont fait entrer les couples homosexuels dans le Code civil français, dans le droit des personnes et non dans celui des contrats qu'on leur réservait initialement. Depuis, une période d'obscurantisme s'est abattue sur la France. Placée par cette loi en tête d'un domaine qui nous honore collectivement, celui des droits de l'homme, la France a depuis régressé et doit aujourd'hui rattraper son retard. Monsieur Mariton, veuillez respecter la parole de nos invités, s'il vous plaît. Madame Picarda, veuillez continuer. Nous échangerons après, monsieur, si vous voulez. Nous sommes donc aujourd'hui, vous êtes, mesdames et messieurs les députés, placés à la croisée des chemins. Ne pas avancer et refuser cette loi serait la pire des hypothèses, une régression symbolique historique en matière des droits de l'homme. Il faut franchir le pas. Cette loi doit être votée. Je ne vous demande pas, mesdames et messieurs les députés, je vous exhorte. Osez. N'hésitez pas. Malgré la pression que nous savons énorme, ne tremblez pas. Votez cette loi et votez-la jusqu'au bout, fièrement. Osez porter jusqu'au bout la logique qui, en 1999, a fait passer les personnes homosexuelles du code pénal au code civil. Osez reconnaître à la fonction qui est la vôtre sa dignité et sa grandeur, sa vocation à protéger le peuple, tout le peuple, à commencer par les plus faibles, les enfants. Donnez leur chance à ces enfants qui, privés de leur véritable filiation, sont aujourd'hui laissés pour compte et les derniers bâtards de la République. Rendez à vos concitoyens, ces personnes homosexuelles qui, comme vous, ont été pour la plupart des enfants de la France, des enfants de notre République. Rendez-leur ce qu'en vivant librement leur vie, en assumant leur orientation sexuelle et leur sexualité, ils ont perdu en tant que citoyens. Rendez-leur non seulement cette part de dignité qui s'estompe quand on n'est pas traité à l'égal des autres, mais aussi tout simplement, rendez-leur leurs droits. Osez, dans un mouvement collectif et solidaire, osez voter le mariage, ce mariage civil emblématique de notre droit républicain, emblématique des progrès de l'histoire de notre nation quand elle accepte de marcher vers la liberté. Pour l'inscrire sans état d'âme, sans frémir, loin des peurs archaïques qui terrassent parfois jusqu'au tréfonds du ridicule certains de nos concitoyens et même certains de vos collègues. Osez voter l'adoption pour inscrire enfin la double filiation homosexuée, qui sera le socle de la reconnaissance des familles homoparentales. Mais osez aussi aller plus loin et modifier, élargissez le texte qui vous est proposé, comme nous vous y invitons. Osez, monsieur le rapporteur, auditionner toutes les familles, toutes les configurations de familles homoparentales. Laissez parler ces familles, ces enfants, laissez-les témoigner, écoutez-les, toutes et tous, une fois seulement, et j'en suis sûre, ils sauront vous convaincre, toutes et toutes, y compris ceux qui forment famille en coparentalité et en GPA. Permettez cela, monsieur le rapporteur, pour qu'aucune famille, aucun enfant, au terme de cette bataille parlementaire historique, ne reste au bord du chemin. Tous les enfants méritent de savoir que la société accepte et reconnaît leur famille. Les enfants des familles homoparentales, de toutes les familles homoparentales, ne doivent pas faire exception. Je vous remercie. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Madame Picarda. J'ai bien noté, évidemment, l'appel que vous m'adressiez. Avant de donner la parole à mes différents collègues qui ont demandé à vous interroger, j'aurais pour ma part quelques interrogations. Il y a plusieurs façons de faire famille, vous l'avez dit, pour les couples homoparentaux, Madame Acherchour. La PMA, je le dis de manière non ordonnée, la PMA à l'étranger. D'ailleurs, il peut y avoir un choix différent suivant qu'on choisit tel ou tel pays. L'adoption, la gestation pour autrui. Il y a aussi les enfants nés dans un contexte hétérosexuel, élevés dans un contexte homosexuel, la coparentalité, l'insémination artisanale. Je prends un terme que j'ai vu, que j'ai lu, que vous n'avez pas employé aujourd'hui, mais qui est une situation qui existe. Êtes-vous en mesure d'abord de nous indiquer un peu la part de chacune de ces façons de faire famille parmi les foyers homoparentaux, parce que j'entends notamment souvent, y compris en audition, l'idée selon laquelle la grande majorité des enfants vivant dans des contextes homoparentaux sont des enfants issus d'un couple hétérosexuel.
voilà, je pense que les choses évoluent, enfin je sens que les choses évoluent, je ne sens pas à titre personnel, mais dans les auditions que nous avons. C'était ma deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a avec le temps des évolutions au sein de ces différents modes de bâtir une famille, donc celle dont je vous ai parlé. Toujours sur le même sujet, outre les contraintes physiologiques évidemment, qu'est-ce qui guide pour un couple de même sexe le choix de tel mode ou tel autre mode de faire famille, et est-ce que l'absence de texte juridique explique le choix de telle ou telle stratégie? Incidemment, est-ce que le fait pour le Parlement aujourd'hui d'instituer un cadre dans la future loi va en éliminer certaines-unes, va recadrer un peu ce foisonnement de manière de faire famille? Enfin, sur la reconnaissance, vous avez beaucoup insisté là-dessus. Et vous avez fait une demande extrêmement précise. Si on admet qu'une femme puisse aller à l'état civil reconnaître l'enfant de sa compagne, comment pourrez-vous régler les possibles conflits de filiation qu'il pourrait y avoir si l'homme, et il y en a forcément un qui est à l'origine de cet enfant, vient à son tour demander la reconnaissance de sa paternité? Est-ce que vous y avez réfléchi? Je donne la parole à Hervé Mariton. Vous répondrez après collectivement aux questions. Monsieur Mariton, je vous en prie. Merci, monsieur le rapporteur. Osez, monsieur le rapporteur, recevoir dans ce cadre, avec la publicité de cette réunion et le délai accordé, un certain nombre de personnes qui, s'opposant au projet, vous demandent à être reçues et que vous recevez parfois dans la discrétion de votre cabinet. S'agissant d'obscurantisme, je le redis au micro, je pense que le sénateur socialiste Madec, quand il éteint la lumière, quand intervient une personne défavorable au texte, prouve là, au sens propre et au sens figuré, un talent d'obscurantisme. Pour venir à des questions. D'abord, je veux saluer la fin des interventions était sur un ton plus polémique, mais le caractère très construit de vos interventions et la cohérence. Enfin, je crois que un certain nombre d'entre nous, défavorables au projet, mesurons la cohérence qui est la vôtre dans la revendication de la PMA, d'autres schémas, parce que les uns les autres le dites vous-même, d'adoption au sens du processus d'adoption externe, il y en aura guère, et vous dites vous-même que le mariage n'est pas vraiment le sujet. Quand vous parlez du statut du beau-parent et du statut pluriparental, évolutif dans le temps, et évolutif dans le temps, est-ce qu'on est dans une idée qu'on puisse être dans ce statut et à un moment en sortir? Et puis, dans ce pluriparental, qui peut éminemment concerner des familles, des couples de même sexe et leurs enfants, au fil des recompositions successives, s'il y en a, comment est-ce que vous appréhendez la question du statut du beau-parent intermédiaire, puisque la recomposition peut faire qu'il y a plusieurs générations successives de beaux-parents, et une question très concrète qui a été traitée par d'autres à un moment, ou en tout cas envisagée, y compris dans des cénacles politiques, dans ce statut pluriparental, avec une multiparentalité qui peut être relativement nombreuse, à qui l'enfant doit-il l'obligation alimentaire? Je suis preneur d'avoir une réponse à cette question très précise. Sur la réalité de la société, vous disiez il est important de prendre acte de la réalité de la société et de lui trouver la reconnaissance publique et la forme juridique. Quelles sont les limites aux réalités sociales que, d'après vous, le législateur peut ou non reconnaître? Il y a des réalités sociales que l'on peut approuver, il y a des réalités sociales que l'on peut désapprouver. Ce n'est pas parce que les choses se font qu'elles sont bien, ce n'est pas parce qu'elles se font qu'on souhaite les consacrer dans la loi. Donc je vous pose la question, parce que vous dites de manière assez directe, une réalité de la société, il faut la traduire dans la loi. Et est-ce qu'il y a des limites à cela? Ou est-ce qu'il n'y a aucune limite, d'aucune sorte, quels que soient les choix, les attitudes et les responsabilités? Sans doute suis-je très ignorant, mais est-ce que vous pouvez me rappeler d'où vient, c'est une vraie ignorance, elle n'est pas feinte, d'où vient l'expression « faire famille » et ce qu'elle veut dire? Je comprends que l'on fonde une famille, que l'on construit une famille, enfin,
sans doute une vision un peu académique des choses, mais l'article existe en langue française. L'expression est courante, faire famille, j'entends bien, mais d'abord, de quand vient-elle? Et dans votre esprit, il n'y a pas de vice dans la question. Que veut-elle dire différemment? Quelle est la différence pour vous entre faire famille et construire une famille? Vous avez évoqué à un moment de votre propos le nombre de familles, d'enfants concernés, et vous avez précisé, c'est une question qui n'est pas trop venue dans le débat, me semble-t-il, jusqu'à présent, qui est cependant importante, en métropole et outre-mer. Est-ce que les associations, la vôtre, on aurait pu poser la question à Inter-LGBT tout à l'heure, comment appréhendez-vous ce que l'on analyse, ce que l'on sait de l'attitude différente, manifestement, de la société outre-mer, dans les départements et collectivités d'outre-mer, au regard de ce débat? Il y a un rapport de force dans la société sur la question qui est traitée cet après-midi ici. Ce rapport de force est clairement et manifestement différent outre-mer. Est-ce que vous avez anticipé, vous avez posé cette question, avez-vous une réponse sur la manière dont la législation qui pouvait passer ici, l'Assemblée nationale, serait entendue, perçue, traduite dans les départements et collectivités d'outre-mer, compte tenu de la grande critique, y compris de nombreux élus socialistes, que ce projet reçoit. Et puis, même si la question est assez virtuelle à ce stade, mais elle existe sur le plan expérimental. La réponse, en tout cas expérimentale, existe. Le jour où la technique permettra que 2 femmes ou 2 hommes, ensemble, sur leur patrimoine génétique, sans le recours d'un tiers, aient un enfant à eux deux. Comment est-ce que vous anticipez ce que serait la réponse de votre association à une situation de ce type et à la revendication que 2 femmes, 2 hommes, vous disant que la science leur permettant d'avoir un enfant sur leur propre patrimoine génétique, souhaiteraient l'avoir? Vous pouvez préciser, M. Mariton, parce que j'avoue que je suis perdu par cette dernière question. Vous dites qu'il y a des expérimentations sur cette question-là. Il y a des expérimentations animales. Des expérimentations animales, je peux aider à documenter le rapporteur là-dessus. Il y a des expérimentations animales qui, sur le patrimoine génétique de 2, il s'agit en l'occurrence de souris mâles ou femelles, ont permis d'obtenir des souriceaux, lesquels souriceaux se sont eux-mêmes reproduits. Donc on est à un degré relativement avancé de l'expérimentation. Monsieur Breton. Merci. Monsieur Breton, je vous en prie. Monsieur le rapporteur. Moi, je voudrais à mon tour souligner la très grande cohérence dans vos propos et qui a le mérite de souligner des incohérences dans le texte qui nous est proposé. Ceci dit, une grande cohérence ne doit pas aussi dire que ceux qui ont une autre cohérence sont dans l'obscurité et il y aurait d'un côté les bons qui auraient la lumière et les autres qui seraient dans l'ombre. Là-dessus, je vous invite à un peu plus de prudence et de précaution. Moi, je voudrais reprendre des termes que vous avez indiqués en disant il faut faire évoluer les conceptions traditionnelles de la famille. Vous dites on fait famille, on construit la famille, je reprends vos termes, de manière inventive. Et puis, parallèlement, j'ai entendu aussi la pluriparentalité, la plurifiliation, etc. La question, elle revient toujours là, mais je n'ai toujours pas obtenu de réponse. Est-ce que vous êtes pour à ce que le mariage soit limité à 2 personnes ou est-ce que vous seriez d'accord pour qu'il puisse être ouvert à plus de 2 personnes, à 3, etc., puisque ce serait une manière de faire famille, de se mettre à 3. Et si vous ne fondez pas le mariage sur l'altérité sexuelle, comment vous justifiez le nombre de 2 ? Parce que c'est très classique, en fait, c'est très ringard d'être à 2. Donc c'est quoi votre justification du mariage à 2 ? Ou est-ce que vous seriez favorable à ce que nous déposions des amendements qui vous permettent d'ouvrir le mariage à plus de 2 personnes ? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Corinne Narassiguin, je vous en prie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci pour vos interventions extrêmement complètes. Je pense que c'est important de reconnaître que l'homoparentalité ne serait pas une nouvelle construction de cette loi, mais quelque chose qui existe depuis très longtemps. Vous avez mentionné que votre association existe depuis 25 ans, soit à peu près 5 ans après la dépénalisation de l'homosexualité. Donc c'est important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent aujourd'hui sur ces questions.
voudrais donc insister avec vous sur le fait que ce projet de loi, c'est pas uniquement la question de reconnaître l'égalité des droits pour les couples de personnes de même sexe, mais aussi l'égalité des droits pour leurs enfants. Je pense que c'est très important d'insister sur ce point et sur le fait que les personnes homosexuelles ont la même légitimité que les personnes hétérosexuelles dans leur désir de fonder une famille. Pour compléter la question de monsieur le rapporteur sur les proportions en termes de méthodes d'accès à la parentalité et les différentes manières de fonder une famille aujourd'hui, vous avez mentionné spécifiquement la question des enfants nés par gestation pour autrui à l'étranger. Vous avez réclamé notamment l'ouverture d'un débat sur cette question en France. Je vous confirme par contre que nous ne le ferons pas dans le cadre de ce projet de loi. Mais je voudrais savoir, parmi les familles, quel serait le pourcentage à peu près des familles dans votre association avec des enfants nés par GPA à l'étranger. Est-ce que vous êtes confrontés à des cas où les enfants seraient éventuellement dans des problèmes non seulement de droit de transmission de citoyenneté de parents à enfants, mais aussi éventuellement seraient apatrides parce qu'ils seraient nés dans des pays où le droit du sol n'existe pas, le droit du sol immédiat à la naissance, dès la naissance, comme en France d'ailleurs, il n'existe pas dès la naissance. Est-ce que vous avez dans vos revendications tout de même de reconnaissance de ces enfants? Je suis bien d'accord avec vous qu'on ne doit pas les tenir responsables de décisions prises par leurs parents. Est-ce qu'il y a quand même ce problème des différences de législation dans les pays où c'est légal par rapport à la protection de la mère porteuse, et quand même ce souci peut-être de ne pas encourager des couples à se diriger, si on devait trouver des solutions juridiques pour reconnaître pleinement l'existence et les droits, notamment de citoyenneté de ces enfants ici en France, que nous ne serions pas dans une situation où nous encouragerions des couples à se tourner vers des pays où peut-être les garanties de protection de la mère porteuse sont plus que discutables. Voilà. Merci. Merci Madame Narassiguin. Annick Le Petit, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le rapporteur. Moi aussi, je voulais vous remercier, et particulièrement Monsieur Borren qui a tenu des propos concernant la dernière campagne présidentielle, et je le remercie d'autant plus que j'ai vécu, moi, en 2007, un colloque de la PGL où Nadine Morano représentait Nicolas Sarkozy et qu'elle avait été fortement applaudie. Oui, si, mais il faut le souligner. Donc voilà, c'est intéressant de voir l'évolution et ce qui est dit aujourd'hui. Je voulais moi aussi souligner cette phrase. Je trouve que on a été plusieurs à la retenir, celle de Madame Acherchour, faire famille, et je l'ai noté jusqu'au bout. Faire famille à partir du couple. C'est ce que vous avez dit exactement, et je trouvais, à contrario de mon collègue Hervé Mariton, que cette phrase pouvait au contraire faire consensus là. Et donc voilà, en vous entendant en parler, j'ai pas ce sentiment, mais moi ce type de phrase, je la voyais bien faire consensus, et c'est pour ça que je l'ai noté, parce que je chercherai jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à la première semaine de février 2013, à essayer de pousser le consensus le plus loin possible pour qu'il y ait le plus de députés qui votent cette loi. En tout cas, cette phrase-là m'a amené une question dans mon esprit au moment où vous l'avez formulée, que je vais également poser à Madame Picarda. Si j'ai bien compris, donc la PGL est pour l'ouverture de la PMA aux femmes en couple, l'ouverture de la PMA à tous les couples hétérosexuels. Est-ce que vous êtes aussi pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes?
Ça a été dit, mais je l'ai, voilà, comme c'est. Et je voulais en profiter parce que j'ai trouvé votre texte, enfin tous les trois, mais le vôtre, Madame Picarda, particulièrement riche, portant notamment sur la question PMA et sur la question de l'adoption. Et comme vous avez eu l'obligeance de l'écrire puisque vous nous l'avez lu, est-ce que ça ne vous dérangerait pas de nous le donner, car ça nous permettra d'avoir un compte-rendu exhaustif pour pouvoir à nouveau y revenir. Merci, Monsieur Alain Tourret. Merci, monsieur le rapporteur. Il est vrai que je voudrais, comme tous mes collègues, saluer à la fois votre conviction et votre capacité de conviction. C'est un avocat qui parle. La capacité de conviction, c'est véritablement ce qui est, pour moi, est l'excellence du discours. Je voudrais d'abord faire une réflexion historique. Lorsqu'on a voté le PACS, il n'y avait pas que 2 signataires, M. Bloch et Michel, il y en avait 5. Je suis radical de gauche, et je déteste être assimilé aux socialistes. Alors, je veux rappeler les choses. Les 2 premiers signataires, ça a été M. Bloch et Michel, et il y a eu un incident de procédure. À la suite de ça, nous avons redéposé à 5, dont moi-même, au nom de mon parti, la loi sur le PACS. Et elle n'a pas été votée que par le Parti socialiste, mais par le Parti radical de gauche, par le Parti communiste et par les Verts. Et par une ou 2 personnes qui appartenaient à la droite, dont une ancienne ministre qui a fait partie de la commission Jospin, dont je ne citerai pas le nom. Donc voilà, faites attention dans ces choses-là, vous parlez à des députés, soyons précis. Bon, deuxième chose maintenant, la manière dont vous abordez votre discours, c'est la sécurisation de tous les enfants. Moi, c'est ça que j'ai retenu. C'est ce qui me semble central chez vous, la sécurisation de tous les enfants. Mais à partir de ce moment-là, je dois vous faire part que ça me pose des problèmes. Parce que, autant je comprends parfaitement que l'on soit amené à la sécurisation de tous les enfants, autant si cela doit amener à légaliser et admettre la gestation pour autrui, je n'y arrive pas. Nous avons reçu dans mon groupe un certain nombre de personnalités pour discuter à côté des choses que nous faisons là. Hier, on recevait le professeur Friedman, par exemple, d'autres encore. Question est la suivante. Y a-t-il ou y a-t-il pas des gestations pour autrui qui sont en dehors d'un circuit commercial ? Tous ceux que nous avons interrogés nous ont dit c'est toujours avec un objet commercial. Alors moi, je ne peux pas. Je vous le dis tout simplement, quel que soit le problème de sécurisation pour enfants. Je ne peux pas admettre que l'on puisse vendre son ventre quand on est une femme, parce que sinon, c'est tout le problème de l'inaliénabilité du corps humain qui est mis en cause. Ça, je ne peux pas. Et donc, à partir de ce moment-là, je romps avec le principe d'égalité qui, pour les 2 premiers principes, et pour qui les 2 premiers articles de la loi, il n'y a pas de problème, mariage pour tous, adoption, mais le principe d'égalité, il n'existe pas entre la PMA et la GPA. Et si vous maintenez un principe d'égalité là-dessus, vous tuerez la PMA. Parce que chacun comprendra bien que ce problème de gestation pour autrui choque profondément à partir du moment où on nous assure que la commercialisation est la base même de cette GPA, qui au demeurant porte sur très peu de personnes. Mais voilà la question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est cette même analyse que vous faites sur la GPA que celle que je vous indique aujourd'hui? Merci, Monsieur Tourret. Il vous reste une douzaine de minutes pour répondre à ces questions. Madame Picarda, Monsieur Borel. Madame Picarda, je vous en prie. Alors, en ce qui concerne la question des chiffres, Appuyez sur votre micro, s'il vous plaît. Pardon. En ce qui concerne la question des chiffres, nous serons assez brefs parce qu'il n'y en a pas. C'est pas de notre fait, hein, c'est que depuis, comme l'homoparentalité n'était pas reconnue, nous n'en avons pas. Nous pouvons simplement témoigner de ce qui se fait dans notre association, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une évolution certaine
des familles homoparentales, des formes de familles homoparentales. C'est-à-dire que le début des années 2000 ont vu émerger de manière massive les familles en IAD. Ça répond à une autre de vos questions, c'est-à-dire qu'effectivement, le statut juridique de ces familles, les possibilités ont des conséquences stratégiques. C'est pourquoi... mais voilà, ont des conséquences stratégiques et numériquement, ça se traduit certainement dans les faits, mais nous ne pouvons pas l'évaluer au niveau d'un pays. Il est certain que la plupart des enfants sont d'abord nés dans des familles homoparentales recomposées, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans une famille hétéroparentale, et puis par l'effet d'un divorce et d'une recomposition familiale, ces enfants sont élevés dans des familles homoparentales. Mais pour les familles, si on peut dire de novo, celles qui se créent en tant que famille homoparentale d'emblée, on doit avoir une répartition relativement équivalente. Je mets à part la GPA, puisqu'elle pose effectivement des problèmes spécifiques, et notamment, c'est, pour répondre très clairement, le parcours le plus délicat d'un point de vue juridique et le plus cher, bien évidemment. Donc, là-dessus, il pose des problèmes particuliers. Pour répondre à votre question, monsieur, qui a effectivement toute son importance, la légalisation, et qui rejoint ce que vous disiez aussi, madame, la légalisation des enfants nés en France par gestation pour autrui nous paraît indispensable pour les enfants. Bon. Il est compliqué quand même d'envisager qu'un enfant puisse vivre en France alors qu'il a été conçu légalement à l'étranger et ne pas pouvoir bénéficier d'une filiation normale en France. Nous ne recommandons pas un certain nombre de pays, en effet, où dans notre association, nous mettons en garde pour tout un tas de raisons, non seulement du point de vue du droit des femmes, vous avez raison de le souligner, mais parce que de toute façon, ce serait envoyer nos adhérents dans des impasses que de leur dire qu'ils peuvent impunément se rendre dans tel ou tel pays dont on sait très bien qu'ils auront un mal fou à se sortir et à faire régulariser leur situation. De fait, il y a des enfants dans notre association qui sont apatrides et dont les parents rencontrent cette difficulté particulière aujourd'hui de devoir trouver les moyens juridiques pour pouvoir les faire reconnaître en France. Et pour répondre à votre question, monsieur, la PGL réclame de ses voeux en France un débat sur la gestation pour autrui. Non pas l'ouverture pure et simple, un débat. Et notamment pour que soit réfléchi de manière particulière à la France la manière qui pourrait ou pas permettre l'ouverture de la gestation pour autrui pour tous. Il est clair que la question de la rémunération des gestatrices est une question qui doit être mise en perspective. On ne peut pas forcément l'accepter et ça ne doit pas forcément être le bon angle pour poser la question. En tout cas, tant qu'il n'y aura pas de débat en France, on ne pourra pas répondre à ces questions-là. On ne pourra pas les poser, on ne pourra pas y répondre. Et on ne pourra pas faire un débat qui soit digne de ce nom tant que les personnes qui ont eu recours à la gestation pour autrui et qui peuvent témoigner tomberont sous le coup de la loi. C'est-à-dire qu'il y a là quand même, pour qu'un débat puisse avoir lieu, la nécessité de poser correctement les conditions du débat. Voilà. Et peut-être... alors, pour lever maintenant un obstacle que vous mettez comme ça pour l'ouverture des PMA aux femmes, il n'y a, à mon sens, pas de corrélation à faire entre les deux. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, en France, le droit est clair, les PMA sont autorisés, les IAD, mais pas la GPA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un couple qui aujourd'hui en France, un couple hétérosexuel, puisque c'est comme ça que la loi agit pour le moment, un couple qui a besoin d'une gestation pour autrui, c'est-à-dire qu'un couple qui est infertile, si le mari a besoin de sperme, on propose une IAD. Si la femme a besoin d'ovocytes, on propose un don d'ovocytes. Si la femme a un problème utérin qui empêche la grossesse, on ne propose pas la GPA comme c'est proposé dans certains pays. On dit non. Voilà, c'est un fait, c'est dans la loi. Ce serait la même chose pour les couples homosexuels. Si la famille a besoin pour se fonder d'un don de sperme, elle peut avoir recours à un don de sperme. Si elle a besoin pour se fonder d'une GPA, on est toujours dans le cadre de la loi française, eh bien on respecte la loi française. On ne demandera pas, d'ailleurs je ne sais pas comment on pourrait le faire, de GPA en France. Mais il n'y a pas à renvoyer les gens dos à dos, il n'y a pas à faire porter aux femmes et aux couples de femmes
la diversité, la différence sexuelle, justement, et ce qu'elle entraîne, notamment en termes de reproduction, où de manière claire et nette et de manière incontestable, les hommes et les femmes ne prennent pas la même part. Donc renvoyer dos à dos ces deux situations, c'est mettre dans l'impasse les femmes et le projet d'avancée de la loi dans le sens de l'autorisation de la PMA, et c'est mal poser le problème selon moi. Parce qu'en effet, de toute façon en France, il est déjà posé sur certaines bases qu'on ne peut pas ignorer. Voilà, pour les questions auxquelles on peut commencer à répondre. Je pense qu'on peut quand même balayer d'un revers de main la question qui nous est posée sur le sous-entendu de polygamie. Disons-le d'un mot, nous allons dans le sens de l'histoire, nous demandons la reconnaissance de familles qui existent. Voilà, la reconnaissance de familles qui existent, dans le sens aussi bien des pays qui sont comme le nôtre, des pays en Amérique, en Europe, qui ont ouvert le mariage à des couples de même sexe. Il ne s'agit pas de demander le mariage pour plusieurs personnes. Ce qui n'a pas de rapport avec la possibilité d'établir la filiation à l'égard de plus de 2 personnes, car c'est déjà dans le droit français. L'adoption simple permet déjà la reconnaissance de cas de filiation pour une personne. Voilà, nous demandons simplement un aménagement de la loi. Et je rappelle que cet aménagement de la loi a déjà été demandé à plusieurs reprises devant les tribunaux par des familles recomposées et que l'état actuel de la loi les amène à se faire débouter. Voilà. Fil des recompositions, qui paye l'obligation alimentaire? C'est une question dont on peut aussi se débarrasser immédiatement d'un revers de main. Monsieur, le plafond des obligations alimentaires est déterminé par la loi. Que vous ayez 1, 2, 3 ou 4 parents, le plafond sera le même. Donc, peu importe à combien de personnes vous le payez. Si vous avez la malchance d'avoir 4 parents indigents, eh bien, ces 4 parents indigents recevront la portion congrue. Si vous avez un seul parent indigent, par chance, eh bien, ils auront la totalité de ce que vous devez payer. C'est tout. Madame Cherchour. Oui, je voulais également en repréciser. Je crois que c'est Monsieur Breton ou Monsieur Mariton qui parlait de mariage à 4. Donc non, la PGL, je reprécise, il ne s'agit pas de créer un lien entre 4 adultes, soyons clairs. Il s'agit de créer un lien de filiation entre un enfant ou 2 enfants et 2 ou 4 parents, 2, 3 ou 4 parents. Voilà, que les choses soient bien précises. Alors pareil, j'ai bien envie, comme Marie-Claude Picarda, renvoyer d'un revers de main cette référence aux petites souris, Monsieur Mariton, ou la question... Pas d'obscurantisme scientifique non plus, si je peux me permettre. Oui, monsieur, j'allume la lumière et il y a bien longtemps que la nuit des temps a trouvé un éclairage, même si vous faites référence... Répondez aux questions à la chercheure, s'il vous plaît. Oui, j'essaye, mais... Donc voilà, les petites souris, monsieur le député. Oui, eh bien pour l'instant, la question ne se pose pas, monsieur, de savoir si 2 femmes veulent procréer ensemble un enfant. Si c'est là votre fantasme, monsieur, je vous le renvoie. Je suis désolé, notre association ne revendique pas cela. Voilà. Madame la chercheure, je me permets de rappeler la question que j'avais posée peut-être Madame Picarda concernant la reconnaissance. Qu'est-ce qui empêche votre proposition et que, par exemple, une femme puisse reconnaître en mairie l'enfant de sa compagne? Comment vous éludez totalement, ou comment vous éludez la question, ou le risque en tout cas de reconnaissance par le père, en tout cas par le procréateur, géniteur? Alors, on n'élude pas du tout cette question. On a parlé de la possibilité de reconnaître les pluriparentalités. Donc, à partir du moment où cette option est proposée, nous la proposons, et nous la proposons de manière extrêmement sérieuse, elle peut s'envisager. Bon, sinon, comment est-ce que ça se passe actuellement dans le droit? Il arrive, dans les situations familiales actuelles, que des hommes contestent la paternité, ou qu'un homme conteste la paternité d'un autre. C'est la justice qui s'en empare. Sauf que lorsqu'un homme va reconnaître son enfant en mairie, hors du mariage évidemment, parce que dans le mariage la présomption de paternité joue, il n'y a pas forcément un doute sur le fait qu'il est le géniteur. Si une femme vient reconnaître l'enfant de sa compagne, il y a forcément un doute. Le doute est là. Enfin, c'est même plus un doute. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, parce que là, vous superposez la reproduction et la filiation. Or, justement, on parle de droit, on parle de filiation, on ne parle pas de reproduction.
Mais les contestations de filiation, ça existe. Des hommes qui viennent reconnaître l'enfant d'une femme mariée, il y en a. Hein. Bon, la justice s'en saisit. Enfin, concrètement, excusez-moi, je souhaiterais également appuyer, donner quelques éléments. Concernant la reconnaissance en mairie pour un couple de femmes, il s'agirait donc d'un couple ayant eu accès à la PMA ou à l'IAD et dont la compagne, de fait, irait reconnaître. Alors, il est peu probable que le voisin ou une personne de sexe masculine connue aille reconnaître. Dans le cas de la pluriparentalité, il y a à l'heure actuelle, nous agissons un peu comme cela, nous proposons d'ailleurs à la PGL une charte de coparentalité, qui est donc un acte non reconnu, bien entendu malheureusement d'ailleurs par la loi à l'heure actuelle, mais qui est présenté ou traduit par un avocat. Et voilà. Donc, en ce cas, les choses sont claires pour l'instant et difficiles pour les deux parents sociaux. Alors demain, bien entendu, si il était possible de reconnaître cette pluriparentalité, et là, je m'en ouvre à vous, chers parlementaires, de pouvoir apporter ces éléments-là de droit à ces futures familles. Mais dans le cas de deux personnes, et c'est vraiment important que nous précisions, dans le cas de deux femmes qui auraient eu accès à une PMA en France, celle qui n'aurait pas porté cet enfant, qui ne porterait pas cet enfant, pourrait reconnaître en mairie, avant le mariage ou hors mariage. Voilà ce que nous demandons. Très bien, merci à vous trois. Vous avez fait allusion... Ah, Annick, pardon. Madame Le Petit, je vous en prie. C'est peut-être moi qui n'ai pas été assez attentive, mais je suis désolée d'insister là-dessus, parce qu'il se trouve qu'on a des discussions sur cette question. Donc je reviens sur la PMA ouverte à toutes les femmes, parce que c'est vrai que vous insistez, et c'est normal, puisque c'est l'essence même de votre association, sur le projet parental, le couple, etc. Donc c'est pour ça que permettez-moi d'insister un peu lourdement, mais je voulais vous entendre sur comment on passe, dans le cadre législatif, pas dans le détail du droit, mais par rapport au projet de loi existant, si on travaille sur des amendements, il est clair qu'on discute de ça en ce moment, et ce n'est pas la même chose que de faire un amendement pour demander la PMA au couple de femmes que de demander la PMA à toutes les femmes, même si elles ne sont pas en couple, célibataires. Alors je sais qu'aujourd'hui, dans la réalité, il y a des femmes qui ne sont pas forcément homosexuelles d'ailleurs, mais seules qui vont en Espagne ou en Belgique ou ailleurs pour avoir une PMA. Donc ça existe, c'est une réalité, mais on est encore sur un autre sujet. Voilà, donc je voulais vous entendre là-dessus. Merci. On peut répondre ? Oui. Donc, oui. Il y a plusieurs choses. En 2011, la révision de la bioéthique a amené, par précaution, je pourrais dire, le législateur à retirer la référence au projet parental dans le cadre des demandes et d'acceptation des projets de PMA. Un des objectifs, on le sait, de ce retrait était de mettre à distance le plus possible les prétentions à la PMA, justement, des couples de femmes. Voilà. Donc, il s'agissait de se prémunir de ces demandes-là, le plus possible. Je suis revenu tout à l'heure sur le fait que déterminer la stérilité d'un couple était une chose qui n'est pas toujours aisée et qui pourtant bénéficie toujours aux couples hétérosexuels. Alors, ça c'est une première chose. Réintroduire le projet parental comme référence de la demande de PMA permettrait déjà de reposer le problème. Ne pas faire poser la demande sur l'infertilité du couple, mais sur la demande du projet. Se souvenir qu'en France, il existe une situation où l'on reconnaît le projet parental pour un célibataire, c'est précisément l'adoption. Bon. Donc, on reconnaît qu'un célibataire peut porter, donc seul par définition, un projet parental. Par extension, on peut l'ouvrir, me semble-t-il, aux demandes des femmes seules, qui peuvent également... Alors, monsieur, je ne travaille pas pour la sécurité sociale, je ne sais pas. Voilà. Donc, on peut donc réfléchir aux questions de cette manière-là. En effet, je n'ai pas le détail de tous les éléments de la réponse. Mais je crois quand même qu'il y a des pistes de réflexion intéressantes à partir de là. Très bien. Madame, non, nous avons dépassé le temps, monsieur Mariton. Il n'y a pas eu de réponse sur l'outre-mer.
Et la question sur la PMA de l'âge ne me paraît pas une question qui doit être méprisée. Le fait, le législateur a toujours été attentif à se poser au moins cette question. Est-ce que la PMA doit être ouverte si l'on fait sauter la clause de fertilité? J'entends Il existe que son déjà dans le appréciation ne texte soit pas facile. actuel, M. Mariton. Non, il y a des conditions d'âge. En âge de procréer. Oui, tout à fait. Ça, j'ai bien compris. Absolument. Donc, le législateur a été attentif Mais- à cela. Et la question que je voulais poser était de savoir si les personnes que nous auditionnons envisageaient que cette clause d'âge doivent sauter. Monsieur Mariton, l'objet de la PGL, c'est la défense et le soutien des familles homoparentales. C'est pas de répondre à toutes les questions qui se posent dans la société. C'est pour ça que je vous dis que je Poser à travaille des pas- familles, C'est bien elle peut pour se ça que je poser. vous dis que je ne travaille pas la sécurité sociale. Cette question Je peut se poser. représente les familles homoparentales. Ils peuvent Et je avoir n'ai un certain pas- âge. Et je n'ai pas, et sans doute que d'autres questions se poseront dans le cadre d'un texte. Mais c'est pas à moi d'y répondre. Couple Très bien. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur Borren. Merci, madame Picarda. Merci, madame Acherchour. Et puis, nous nous retrouvons dans 2 minutes pour notre audition suivante.